Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cet atelier consacré à un sujet passionnant qui est celui des stratégies d'influence de l'Union européenne. Sujet de droit international, l'Union européenne évidemment est un acteur des relations internationales. Nous allons voir de quelle façon, quelles sont, j'imagine, ses failles parfois, mais aussi ses réussites. Alors comme nous avons beaucoup de retard, je vais commencer immédiatement, donc en cédant la parole à Chiara Mineo, qui est doctorante à l'Université Paris 8 et qui va nous parler de l'OTIF, l'impact de l'Union européenne sur le multilatéralisme de l'OTIF, un bilan mitigé. Donc je vous rappelle que vous avez 20 minutes, je serai intraitable, mais ce n'est pas juste pour dire que je serai intraitable, à 20 minutes, je coupe. Voilà, bon courage. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, je suis Chiara Mineo, doctorante en droit international public à l'Université de Paris 8 et je prépare une thèse sur la coopération ferroviaire internationale. Aujourd'hui, je vous présente un exposé sur les effets de l'adhésion de l'Union européenne à l'OTIF, soit l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires. Mais avant de commencer, permettez-moi de remercier l'organisatrice de ces colloques, Mme Rapoport, ainsi que l'équipe de Rennes pour l'organisation matérielle et le président de mon panel, M. Lefloc. Or, on sait que les organisations internationales qui ont permis l'adhésion de l'Union européenne à côté de ses membres et avec un statut équivalent à celui de ses membres sont très peu nombreuses, mais justement, l'OTIF est l'une d'entre elles. Or, l'OTIF s'érige sur une ancienne union administrative qui s'appelait Union de Berne, qui a été fondée en 1890 pour administrer deux conventions internationales, l'une consacrée au transport ferroviaire des marchandises, l'autre consacrée au transport des voyageurs. L'OTIF, l'Union de Berne devient une véritable organisation internationale en 1980 avec la signature de la Convention relative au transport international ferroviaire. Si l'OTIF s'occupait au début vraiment de la sphère contractuelle, transport des marchandises et des voyageurs, en 1999, elle voit une modernisation en profondeur, elle voit ses compétences s'élargir et donc elle s'occupe désormais d'autres dimensions du transport, par exemple les contrats d'utilisation des véhicules, des infrastructures, mais aussi de la dimension plus technique des opérations de transport. Il faut savoir que les règles ferroviaires sont toutes concentrées dans des appendices techniques à la COTIF. L'OTIF aujourd'hui compte 51 États membres qui relèvent du continent asiatique, européen et africain, ainsi que depuis 2011 l'Union européenne. L'Union européenne, quant à elle, elle intervient en matière ferroviaire depuis les années 90, même si les traités sur la communauté économique européenne prévoyaient déjà le développement d'une politique commune des transports qui, pour les chemins de fer, a été très tardive. Le véritable acte qui démarre cette politique européenne, c'est la directive 440 de 1991 qui se base sur l'idée que pour railler le déclin de ces modes de transport, il fallait ouvrir à la concurrence tous les services de transport ferroviaire. Et sur cette base, entre 2001 et 2016, l'Union européenne a adopté 4 paquets ferroviaires qui se concentrent surtout sur la matière commerciale, donc l'ouverture à la concurrence progressive, et sur la matière technique, donc l'interopérabilité et la sécurité des transports. Cette matière tombe sous le régime des compétences partagées entre l'Union et ses membres, mais le développement de la politique ferroviaire a permis l'appréhension en faveur de l'Union européenne sous beaucoup d'aspects, si bien que le Conseil de l'Union européenne aujourd'hui affirme que l'Union, pour les matières couvertes par la COTIF, dispose d'une compétence externe exclusive lorsqu'elle a déjà adopté des actes de droit interne des droits européens sur les sujets ou d'une compétence externe partagée. Et évidemment, au fur et à mesure du développement de cette politique ferroviaire, l'exigence d'adhérer à l'OTIF est devenue de plus en plus nécessaire et importante et évidente pour permettre à l'Union européenne d'exercer de manière efficace ses compétences. Et cette adhésion a finalement eu lieu en juin 2011 avec la signature de l'accord d'adhésion. Aujourd'hui, l'objectif de mon exposé, c'est de vous démontrer qu'il n'y a pas eu que des effets strictement positifs de cette adhésion. Il y a bien sûr des effets positifs qui seront développés plus longuement dans mon article écrit. Mais aujourd'hui, je voudrais soumettre à votre attention sur tous les effets plus controversés de cette adhésion. Je me concentrerai surtout sur 3 points. Un premier point concernant
le niveau plus procédural qui traite des difficultés issues de la participation conjointe de l'Union et de ses membres aux travaux de l'OTIF. Un deuxième point qui concerne les effets sur le multilatéralisme de l'OTIF d'une clause de connexion qui est insérée dans l'accord d'adhésion de 2011. Et finalement, un point peut-être plus général qui concerne les rôles dominants que l'Union européenne a acquis sur l'OTIF et à l'intérieur de l'OTIF à partir de son adhésion. En ce qui concerne donc les premiers points, je pense qu'on pourrait écran entier, mais c'est bon pour ça. Et en ce qui concerne donc les premiers points qui concernent les rapports, les difficultés issues de la participation conjointe de l'Union et de ses membres aux travaux de l'OTIF, il faut savoir que l'OTIF est devenu un accord mixte avec l'adhésion, donc un accord où l'Union européenne participe à côté de ses membres. Cela signifie aussi que le bloc européen devient un partie contractante sui generis, donc composite, unitaire mais composite, donc formé par deux parties différentes, mais toutes les deux liées au respect du traité, chacune avec ses propres compétences, bien sûr. Pour permettre cette participation conjointe, l'accord d'adhésion fixe quelques règles générales pour la prise de décision à l'intérieur des organes de l'OTIF. En particulier, ces règles disposent que quand la décision à prendre concerne une compétence exclusive de l'Union européenne, c'est l'Union européenne qui exerce le droit de vote de ses membres. Si la décision concerne une compétence partagée, c'est l'Union ou les membres qui votent selon les principes de la compétence prépondérante. En outre, si l'Union européenne vote, elle dispose du même nombre de voix que celui de ses membres qui sont en même temps membres de l'OTIF. Et finalement, lorsque l'Union européenne vote, les membres ne votent pas, selon les principes de l'alternance. À ces règles, au niveau international, se rajoute au niveau européen des dispositions internes qui prédisposent un mécanisme de coordination entre l'Union et ses membres en vue des sessions des organes de l'OTIF. Ces mécanismes prévoient l'organisation de certaines réunions de coordination tant à Bruxelles qu'à Berne, où l'OTIF a son siège, et l'établissement notamment des positions au nom de l'Union ou, les cas échéants, au nom de l'Union et ses membres, pour définir pour chaque point de l'ordre du jour de la session envisagée la répartition des responsabilités, de droits de vote, de droits de parole. Or, ces mécanismes de coordination n'ont toutefois pas été toujours suffisants au niveau de l'OTIF pour assurer le bon déroulement des négociations. Et en particulier, il faut remarquer le cas de la 25e session de la commission de révision de l'OTIF qui a eu lieu en juin 2014. La commission de révision est un organe délibératif de l'OTIF qui peut adopter des modifications à la convention de base. Et en vue de sa 25e session, le Conseil de l'Union européenne avait adopté la décision 699 de 2014 qui, entre autres, établissait que pour la révision d'un appendice spécifique, l'appendice relatif au contrat d'utilisation des véhicules en trafic international, la décision à prendre concernait une compétence partagée, mais que l'Union exercerait les droits de vote. Or, il faut savoir que pendant la réunion de coordination précédente à la Commission, que directement au sein de la Commission de révision, l'Allemagne a contesté les droits de l'Union européenne de voter sur le sujet parce qu'elle disait que l'Union n'avait pas encore exercé au niveau européen sa compétence législative et donc les États membres restaient libres au niveau international d'intervenir de manière indépendante et libre. Or, de cette opposition naît une controverse, on peut dire, entre la Commission européenne et l'Allemagne au sein de la Commission de révision. Et les procès-verbaux de la 25e session nous démontrent toutes les perturbations et les climats de tension que cela a causé au niveau de l'OTIF, notamment que la Commission européenne se disait perturbée, se disait surprise que l'Allemagne avait soulevé les problèmes directement au niveau international et non pas au niveau seulement européen, où d'ailleurs sa position était restée minoritaire au niveau du Conseil, que le secrétaire général se disait très préoccupé et il avait suggéré en premier lieu de reporter les votes pour permettre une ultérieure réunion de coordination entre l'Union et ses membres. Et cette suggestion avait été rejetée. Et finalement, le secrétaire général avait proposé de voter, de procéder aux délibérations en permettant à la Commission de voter pour les membres de l'Union européenne, et enregistrant la position divergente de l'Allemagne dans les procès-verbaux. Cette proposition a aussi été refusée par l'Allemagne qui avait dit que l'OTIF n'avait aucun droit de la priver de son droit de vote. Donc, finalement, au moment des négociations, des délibérations, les fronts européens se brisent. La Commission européenne vote pour les États membres de l'Union européenne, mais en même temps, l'Allemagne vote aussi avec une voix séparée et contraire par rapport à celle de la Commission.
Et au niveau européen, de cette opposition naissent deux affaires devant la Cour de justice, l'affaire Cotif 1 de 2017 et l'affaire Cotif 2 de 2019. Et les deux nous démontrent bien la divergence des visions concernant l'adhésion de l'Union européenne à l'OTIF, parce que si d'une part, la Commission dit que les comportements de l'Allemagne avaient compromis l'unité, la cohérence de la représentation extérieure de l'Union européenne et aussi avait causé une confusion au niveau international sur les résultats du vote. En revanche, l'Allemagne dit que c'est vraiment l'adhésion de l'Union européenne qui a causé des problèmes à l'OTIF. Donc, il y a vraiment une divergence des visions sur ça. Et les deux, malgré cette divergence, toutes les deux admettent les difficultés qu'on a causées au niveau international. Et même si ces cas que j'ai décrits est pour l'instant resté isolé, il démontre bien toutes les problématiques qui peuvent effectivement surgir pour assurer cette participation conjointe de l'Union et de ses membres aux travaux d'une organisation internationale. En ce qui concerne mon deuxième point de l'exposé, il s'agit des effets sur le multilatéralisme de l'OTIF d'une clause particulière qui est insérée dans l'accord d'adhésion qui s'appelle clause de déconnexion, qui repose sur l'article 2 en particulier et qui affirme que, sans préjudice de l'application de l'objet et de la finalité de la Convention et sans préjudice de sa pleine application pour les autres parties à la Convention, les parties, dans les relations mutuelles, les parties qui sont également membres de l'Union européenne appliquent les droits de l'Union européenne. Elles n'appliquent la Convention que dans la mesure où il n'y a déjà pas une règle au niveau européen sur les sujets déterminés. Autrement dit, s'il y a déjà une règle au niveau européen sur un sujet déterminé, elle aura une application prioritaire par rapport à la norme internationale correspondante. Or, cette clause est très controversée au niveau doctrinal, est généralement mal vue au niveau international parce qu'en fait, on peut citer l'exemple de la Convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle, dont les parties ont expressément refusé l'insertion d'une clause pareille dans les traités en 2005. Au niveau de l'OTIF, on sait qu'il s'agit d'un des points plus problématiques pendant les négociations qui ont été très difficiles, elles ont duré une dizaine d'années. Et il s'agissait aussi d'un point fondamental pour l'Union européenne, pour les représentants de l'Union européenne, qui n'a pas hésité à ralentir ou bloquer les discussions pour d'autres questions qui concernaient l'adhésion, pour avant tout s'assurer de l'insertion de la clause de déconnexion dans l'accord d'adhésion. Or, au niveau international, la méfiance, les critiques que cette clause normalement stimule sont dues au fait que la clause normalement soulève des doutes quant à l'application des normes internationales par les États membres de l'Union européenne. Et il y a souvent des doutes quant au droit européen qui est effectivement concerné par la clause. Mais dans le cadre de la COTIF, plusieurs éléments peuvent atténuer ou résoudre ces inquiétudes parce qu'il faut par exemple tenir en compte que la clause a été doublement limitée. Une première limitation expresse, c'est qu'elle ne concerne que les États membres de l'Union européenne et leurs relations mutuelles. Donc, en principe, elle n'a aucun effet direct sur les États tiers à l'Union. En deuxième lieu, que la clause a été limitée parce qu'elle doit respecter l'objet et la finalité de la COTIF. Et normalement, ça signifie, selon l'interprétation, mais de toutes les vraisemblances, cela signifie que le droit européen qui bénéficiera de cette application prioritaire exercera une dérogation positive aux normes internationales, c'est-à-dire que les détaillera, les enrichira, les renforcera au niveau européen, mais toute dérogation négative, normalement, elle est bloquée par cette condition. En outre, que l'OTIF, au moment de l'adhésion, a soumis une déclaration unilatérale sur les compétences qui explique la répartition des compétences entre l'Union et ses membres et surtout liste tous les actes de droit dérivés qui ont été adoptés en matière ferroviaire. Donc, cela contribue à clarifier les champs d'application de la clause de déconnexion. Et finalement, il faut souligner un point fondamental. Avec l'adhésion de l'Union européenne, l'Union européenne devient un État à part entière. Ça signifie qu'elle acquit tous les droits et toutes les obligations d'un membre à part entière, parmi lesquels notamment celle d'appliquer les traités dans son intégralité. Cela signifie que les droits européens qui bénéficiera de cette application prioritaire, en principe, devra être conforme aux normes internationales ou appliquera directement les normes internationales. Et donc, on ne peut pas vraiment avoir un doute sur l'application des normes internationales par les États membres de l'Union, mais il y a ici plutôt une précisation quant à la modalité de l'application, parce qu'ils appliqueront les normes internationales par l'intermédiaire du droit européen.
Donc, sous cet aspect, je pense que la clause de déconnexion dans les accords mixtes a une portée plutôt déclaratoire, c'est-à-dire qu'elle atteste de la présence du droit de l'Union européenne entre les droits nationaux et les droits internationaux. Dans les contextes de l'OTIF, donc, il semble que cette clause ne peut pas créer vraiment beaucoup d'inquiétude au niveau juridique sur l'application de la Convention par les États membres de l'Union européenne. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas un côté problématique, parce qu'en fait, si la clause ne concerne point les États tiers à l'Union, si la clause ne concède aux législateurs européens qui ont une dérogation positive, ce qui est parfaitement permis déjà par la Convention de Vienne, entre autres, avec la question des accords intercès, et avec les mêmes conditions posées pour la clause de déconnexion. Ainsi, finalement, il ne semble qu'avoir une portée purement déclaratoire dans ces contextes. Je me demande quelle est la réelle motivation de l'introduction de cette clause dans l'accord d'adhésion, parce qu'elle semble qu'elle n'est pas justifiée par une stricte nécessité juridique, mais plutôt par des causes politiques. Par exemple, établir un précédent en faveur de l'Union européenne pour l'adhésion à d'autres organisations internationales ou lui permettre la plus large marge de manœuvre pour l'établissement de sa politique ferroviaire. De toute façon, cela peut entacher, bien sûr, l'appréciation qu'on fait de cet instrument. Ça soulève des doutes. Ça soulève des doutes sur l'opportunité d'insérer cette clause dans les contextes de la COTIF. Et ensuite, cela démontre aussi les pouvoirs contractuels très forts dont l'Union européenne bénéficiait lors des négociations. Et cela démontre aussi un rapport des pouvoirs déséquilibrés qui existe encore aujourd'hui entre l'Union et l'OTIF. Ce qui nous ramène au troisième et dernier point de mon exposé. Et avec son adhésion, l'Union européenne a acquis un poids déterminant, une influence déterminante sur l'OTIF qui est difficile à nier désormais. Au niveau procédural, elle bénéficie pour les matières soumises à ses compétences de 25 voix, parce que tous les membres de l'Union européenne, sauf Malte et Chypre, font partie aussi de la COTIF. Et à cela, il faut rajouter une dizaine d'autres États qui sont quand même partenaires de l'Union européenne grâce à d'autres traités internationaux, par exemple la Suisse, la Norvège ou des États des Balkans occidentaux. Et cela, concrètement, signifie que pour certains organes, l'Union européenne dispose toute seule de la majorité requise pour la prise de décision, donc elle contrôle le processus normatif ou peut le faire. Pour d'autres organes, par exemple l'Assemblée générale de l'OTIF, où tous les membres de l'OTIF participent, l'Union européenne a quand même une influence déterminante et c'est impossible de penser à une adoption ou entrée en vigueur des règles qui ne sont pas appréciées ou partagées par l'Union européenne, de toute façon. Au niveau des contenus, l'influence est très évidente aussi, surtout en matière technique. On peut dire que les normes de l'OTIF en matière ferroviaire, les prescriptions techniques uniformes sont complètement et totalement harmonisées avec les spécifications techniques d'interopérabilité rédigées au niveau européen par l'Agence ferroviaire de l'Union européenne. Mais ce processus d'harmonisation n'est pas paritaire, n'est pas équilibré. Simplement, les spécifications techniques d'interopérabilité européenne sont incorporées de manière presque automatique par les droits internationaux. Et donc, on peut plutôt dire que c'est le droit international qui devient l'amplificateur des normes européennes au-delà des frontières de l'Union européenne. Or, les inquiétudes relatives à une possible instrumentalisation ou européanisation de l'enceinte sont, elles me semblent fondées. Et cela a un impact fondamental sur le multilatéralisme de l'OTIF, surtout en sachant qu'elle veut devenir, par exemple, comme l'OACI pour les transports aériens ou l'OMI pour les transports maritimes, la seule organisation intergouvernementale concernant le transport ferroviaire, ou par exemple qu'elle veut à terme établir un régime juridique harmonisé pour connecter, elle dit dans son site internet, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Les poids dominants de l'Union européenne risquent aussi d'aggraver une problématique qui existait déjà, c'est-à-dire la faible participation des États non européens à l'OTIF. C'est qu'on peut voir des procès-verbaux ou des réponses qu'ils ont données ou pas données plutôt à des questionnaires demandant des renseignements de l'OTIF. Et on sait que l'OTIF est consciente de ces risques, de cette excessive emprise. Elle cherche de mettre en place des techniques pour s'émanciper un petit peu de la logique européenne, par exemple en stimulant de nouvelles adhésions, et à travers la collaboration avec d'autres organisations internationales, par exemple les conseils de coopération du Golfe pour les États de la péninsule arabique ou une collaboration avec la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique.
Encore, elle cherche d'hybrider son droit par l'incorporation de standards techniques qui dérivent d'autres contextes géographiques, par exemple les standards GOST appliqués dans les territoires de la Russie ou les standards de l'American Association of Railroads, qui sont appliqués par certains États arabes. Et enfin, elle cherche aussi à s'engager dans de nouveaux projets qui concernent des réalités extra-européennes, par exemple les projets de construire un droit qui concerne l'attribution des sillons sur les corridors internationaux. Pour conclure, on sait que les cadres évolutifs fécond en réflexion sur les possibles effets de la participation directe de l'Union européenne au sein d'une organisation internationale. Il est sûrement un terrain d'expérimentation pour résoudre les problématiques pratiques qui peuvent surgir de la participation directe de l'adhésion de l'Union européenne. Et enfin, seulement l'avenir nous dira si toute l'expérience acquise par l'OTIF sera plutôt pour les autres organisations internationales un modèle ou une leçon. On verra. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Chiara pour ce très bel exposé fait en 19 minutes et 38 secondes. Je n'ai rien eu à dire, c'est un modèle pour les autres. J'ai beaucoup apprécié votre communication. On voit une nouvelle fois en fait les difficultés qu'il y a pour l'Union européenne de participer aux organisations, à la fois donc, dans ses relations avec les États membres aussi, et puis ça m'a étonné, je ne connaissais pas l'organisation, de voir l'échange. Ouais, vous voulez me mettre là? Ouais, d'accord, ce sera plus simple. À la fois, j'étais dans ces relations donc, avec les États membres, et puis finalement, le poids de l'Union européenne au sein de cette organisation, et effectivement, est-ce qu'elle pourra réaliser le rêve d'être comme d'être l'OACI ou l'OMI du rail, on verra bien. En tout cas, il faut oublier que l'Union européenne n'est pas membre de ces deux organisations. Si j'ai bien compris, les États membres n'en veulent absolument pas. Bon, alors on va changer de domaine maintenant, puisque je vais céder la parole donc, à Paul Uranga. Je vous laisse, c'est bon, c'est fait. Alors, je vous présente pendant ce temps-là. Donc, qui est doctorant à l'université donc Laval au Québec et également donc à l'université donc de Bordeaux et qui va traiter d'un sujet qui est également fort intéressant d'actualité, le projet 20 de l'Union européenne d'influencer la réforme multilatérale du règlement des différents investisseurs États au sein de la CNUCI, c'est-à-dire la Commission des Nations Unies pour le droit de commerce international. Allez, vous avez 20 minutes. Très bien. Je suis très heureux d'être présent avec vous aujourd'hui ici. Je suis jamais venu à Rennes, c'est la première fois. D'ailleurs, je suis jamais venu en Bretagne, donc très content, effectivement. Et je remercie par le biais à la présidence. Ah oui. Je peux se partager l'écran pour le. Donc, je remercie la présidence du panel, Monsieur Lefort, ainsi que l'organisation du colloque, la professeure Rapoport et Madame Sandrine Blanchin. Alors, sans plus tarder, commençons. Depuis 2017, des négociations sont en cours sur une réforme du règlement des différents investisseurs-États qui se déroule à la Commission des Nations Unies pour le commerce international, que j'appellerai CNUTSI, donc, qui est son acronyme, au sein du groupe de travail 3. L'Union européenne y participe activement et a pour objet d'y promouvoir une cour, un tribunal multilatéral des investissements qui serait permanent et qui viendrait remplacer le système d'arbitrage actuel. Néanmoins, depuis quelques années, beaucoup d'obstacles s'opposent à ce projet et font porter des doutes assez forts, selon moi, quant à sa réussite finale. C'est de cela dont j'aimerais vous parler. Alors, revenons un petit peu en arrière. Qu'est-ce qui a mené à cette idée de cour multilatérale? Eh bien, en 2009, entre en vigueur le traité de Lisbonne et avec lui, les investissements directs étrangers font leur entrée au sein de la compétence exclusive de l'Union européenne. Bon, une compétence exclusive qui n'est pas totale, hein, mais passons. Elle affiche une ambition dès 2010 de former une politique commerciale, une politique d'investissement commune et de remplacer tous les traités bilatéraux d'investissement qui ont été conclus par ses États membres et les États tiers. Elle souhaite les remplacer par des accords de commerce et d'investissement, principalement conclus exclusivement au niveau européen. Donc, par exemple, le CETA, l'ACE, les accords avec Singapour ou le Vietnam. Mais, alors je passe tout ça, mais durant ces années, il y a eu beaucoup de réticence de la part de certains États et de la société civile à la conclusion de ces accords, et en particulier à leur chapitre d'investissement. Et de toutes ces réticences, de toutes ces critiques, petit à petit, ça a été le ferment d'une idée assez novatrice, d'une cour multilatérale.
Tiens, alors, cette cour multilatérale, elle s'intègre d'abord très directement, en fait, dans le système juridictionnel des investissements, donc l'Investment Court System, qui a été négocié dans les accords de l'Union européenne avec ses partenaires tiers. Et ce sont en fait une transition purement et simplement assez hybride vers ce que sera peut-être la cour multilatérale, puisqu'ils instituent leur propre remplacement par cette cour au final. Donc un mandat en parallèle est donné à la Commission européenne par le Conseil de l'Union européenne et ses États membres pour négocier la mise en place d'une cour multilatérale permanente avec des juges donc permanents nommés en amont par les parties au statut et un palier d'appel, ce qui représente une évolution assez notable par rapport à l'arbitrage qui est définitif. Il n'y a pas de palier d'appel. Donc, à côté de ça, on a donc un mandat qui est donné par la CNUTI au groupe de travail 3 pour réformer l'arbitrage investisseur-État, puisqu'elle a été poussée, on va dire, par un petit peu l'Union européenne dans ce sens. Aujourd'hui, où est-ce qu'on est au niveau des négociations à la CNUTI? Alors, très récemment, on a eu l'adoption d'un code de conduite pour les arbitres et un code de conduite pour les juges en juin 2023. Et en juin 2024 a été adopté un statut pour un centre consultatif multilatéral. Donc ça avance bien et la fin des négociations sont prévues en 2026 avec l'adoption d'un accord cadre multilatéral qui contiendrait l'ensemble des options de réforme possibles et les États seraient libres en fait de choisir telle ou telle réforme, telle ou telle option. La Cour multilatérale d'investissement prendrait la forme d'une sorte de protocole au sein de cet instrument cadre. L'enjeu n'est donc plus tellement de savoir si la proposition de cour multilatérale de l'Union européenne prendra forme. Il semble vraisemblable qu'elle sera l'une des options de réforme proposées. Il s'agit plutôt de savoir si la stratégie d'influence de l'Union européenne portera ses fruits. Donc, combien d'États adhéreront à l'option européenne quand le temps sera venu et si elle se révélera in fine efficace pour régler les lacunes de l'arbitrage, parce que c'est ça sa promesse. Ainsi, la volonté de l'Union européenne d'influencer la réforme dans le sens de sa proposition de cour multilatérale est plus que jamais sous caution, cette dernière étant confrontée à de nombreux obstacles. Deux sujets d'opposition existent. Un premier qui est plutôt surmontable à mon sens, c'est celui d'opposition technique. Un autre est beaucoup plus important et beaucoup moins surmontable, ça tient dans les oppositions idéologiques. Sur ce que devrait être le règlement des différents investisseurs États. Ces deux types d'opposition ont quand même la faculté de peser fortement sur l'influence du projet européen. Alors, les discussions au sein du groupe de travail 3 ont régulièrement fait mention de difficultés techniques à la mise en place d'un mécanisme multilatéral permanent. Et une première opposition met en avant l'incertitude de la compatibilité de ce mécanisme avec les autres instruments conventionnels. Alors, je ne traiterai pas de la compatibilité d'un mécanisme permanent avec le droit de l'Union européenne, puisque ça a été résolu en partie, on va dire, avec l'avis 1.17 qui était sur l'AECG. Je traiterai plutôt de la compatibilité avec les instruments externes au droit de l'Union européenne, notamment la Convention CIRDI. Pour rappel, les caractéristiques projetées de cette cour multilatérale reposent sur le modèle bilatéral, le modèle de système juridictionnel des investissements, qui a été mis en place par les accords de l'Union européenne. Et certaines de ces caractéristiques ont posé problème avec la Convention CIRDI. Pourquoi? Car ces mécanismes permettent de renvoyer aux règles du CIRDI pour conduire la procédure du tribunal. Alors, ça pose problème parce que si on a une cour qui retire aux parties du différend la possibilité de choisir leur tiers impartial, cela s'oppose directement à la Convention CIRDI qui garantit expressément ce droit. Également, le palier d'appel se confronte fondamentalement au caractère définitif de la sentence résultant de l'impossibilité formelle d'appel inscrite dans la Convention CIRDI encore. Alors, pour surmonter cette difficulté, certains ont pensé que plutôt qu'y voir une incompatibilité, pourquoi ne pas y voir une modification inter-C, on en a parlé, de la Convention CIRDI au terme de l'article 41 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Ça permet en fait à des parties à un traité multilatéral d'y déroger dans leurs relations. Alors, il y en a beaucoup qui contestent la validité de cette modification inter-C, donc ce n'est pas vraiment une solution viable pour l'instant. Je vous passe d'autres incertitudes tenant à l'exécution des sentences d'un mécanisme permanent à l'égard des États tiers.
Quoi qu'il en soit, pour l'instant, ces éventuelles incompatibilités restent limitées au niveau bilatéral. L'on peut néanmoins se demander si elles se retrouveront dans le cadre multilatéral avec le statut de la Cour. Pour le savoir, je suis allé voir le projet de statut présenté actuellement à la discussion par le secrétariat de la CNUTI à l'heure actuelle. J'y ai constaté des points positifs. Déjà, il y a une absence de référence à un corps de règles arbitrales déjà existant pour conduire la procédure du tribunal. Donc, la Cour aura son propre règlement de procédure, son propre régime d'exécution. Il n'y aura aucune mobilisation, normalement, des instruments arbitraux comme celui du CIRDI. Pourtant, j'ai oublié de changer. Voilà. Pour autant, on peut rester perplexe vis-à-vis de certaines incertitudes qui ne sont toujours pas dissipées. L'Union européenne, dans des notes afférentes à ce projet, n'apparaît toujours pas faire le deuil de la procédure CIRDI et de ses avantages en termes d'exécution, puisqu'elle envisage toujours l'application des règles du CIRDI à la conduite du tribunal. Également, la possibilité envisagée pour le tribunal d'appel de connaître d'une sentence rendue dans le cadre de la convention CIRDI pose toujours un problème de compatibilité, puisqu'on étendrait l'appel à des sentences qui seraient rendues dans le cadre d'un tribunal CIRDI. Et ça, c'est à la faveur de la flexibilité, mais pas celle de la cohérence et de la compatibilité. À ce stade, donc, l'existence de ces potentielles incompatibilités est toujours prégnante et ne pourra être résolue qu'en garantissant une autonomie totale de fonctionnement à la Cour. Cela semble néanmoins difficile au regard de la faveur actuelle, la flexibilité qui domine. Ensuite, beaucoup de doutes ont été émis concernant l'efficacité à réformer adéquatement l'arbitrage d'investissement. Donc, plutôt que sa compatibilité, je vais parler de son intérêt qui a été mis en doute. Pourtant, la Cour multilatérale d'investissement a beaucoup de promesses, celle de remédier à l'ensemble des lacunes identifiées par le groupe de travail 3. Le manque de cohérence et de prévisibilité des décisions qui seraient réglées par le mécanisme d'appel, le manque perçu ou réel d'indépendance et d'impartialité qui serait réglé par un code de conduite et par le système de nomination des juges, ou encore les coûts élevés et durée longue de procédure qui seraient encore réglés, on ne sait pas trop comment, par cette Cour. Premièrement, néanmoins, on a beaucoup de critiques qui tiennent dans le fait que la proposition ne prendrait pas compte du caractère décentralisé et fragmenté du droit international des investissements. Apposer une cour multilatérale sur un ensemble disparate, quoique assez similaire, de traités bilatéraux et régionaux ne permettrait pas de favoriser la prévisibilité. Donc, sans accord substantiel multilatéral, une cour multilatérale d'investissement ne pourrait porter ses fruits sur ce sujet-là. Ensuite, d'autres États, pas forcément les mêmes, mais certains autres États pensent que cela restreindrait de manière beaucoup plus importante leur souveraineté, tandis que d'autres pensent que le mécanisme d'appel allongerait les procédures et le coût. Je vous passe certaines autres critiques sur les risques de politisation des nominations des juges, voire de biais en faveur des États. Mais quoi qu'il en soit, toutes ces critiques, sont au final, si elles sont au final justifiées ou non, elles sont surmontables tant que les discussions sont encore en cours. C'est work in progress. Elles révèlent néanmoins une opposition parfois de principe quant à l'efficacité de la proposition de la Cour. Le problème est que cette opposition pourrait conduire certains États à se détourner de la proposition de l'Union européenne, ce qui aurait pour conséquence de se répercuter finalement sur l'efficacité de la Cour multilatérale d'investissement qui se veut multilatérale et systémique. Si les critiques s'attachent à remettre en cause des aspects techniques du projet de l'Union européenne, elles cachent bien souvent un parti pris idéologique. En découlent des oppositions idéologiques au sein de l'Union européenne, mais également au niveau des États tiers. Alors, il y a un mandat de négociation qui a été donné, je l'ai dit, par le Conseil de l'Union européenne et ses États membres à la Commission. Et ce mandat postule d'une unité de position derrière le projet de Cour multilatérale. Ils y sont d'ailleurs obligés au regard des principes de coopération loyale et d'unité de représentation extérieure dans les négociations à la CNUTI.
Cette unité de représentation rend difficile de déceler la réelle position des États à l'égard de cette Cour multilatérale. Personnellement, je doute quand même aujourd'hui qu'ils soient tous en faveur de cette institutionnalisation du règlement des différends investisseurs-États. Parce que déjà, par le passé, certains États se sont opposés vivement à cette vision institutionnalisée du règlement des différents investisseurs-États proposé par l'Union européenne. Je pense déjà à la Belgique, avec la crise wallonne, qui menaçait la signature de l'AECG et qui avait mené à la saisine de la CJUE sur la compatibilité de ce mécanisme permanent avec les traités de l'Union européenne. On peut se demander quand même si la position de la Belgique n'a pas évolué depuis. Bon, la question reste ouverte également pour les autres États composant l'Union européenne. C'était censé être dynamique, bon, c'est pas grave. Monsieur. Je n'arrive pas à faire le deuil. Mais la question reste également ouverte pour les autres États composant l'Union européenne. Sont-ils tous aussi convaincus par ce projet porté par la Commission européenne? Rien n'est moins sûr. La France, qui était, je le rappelle, à l'origine du premier projet de refonte de l'arbitrage en 2015, n'a toujours pas ratifié aucun des accords conclus par l'Union européenne qui possède un chapitre d'investissement. On en a eu l'exemple avec le Sénat très récemment en mars. Et de manière générale, aucun des accords de l'Union européenne qui possèdent un chapitre d'investissement ne sont entrés en vigueur. Donc, aucune application de l'approche européenne. Et ça, cette réticence des États à ratifier ces accords permet d'au moins douter de leur véritable soutien à la proposition d'institutionnalisation du règlement des différents investisseurs-États de l'Union européenne. Ensuite, une opposition peut-être plus vive encore est celle de la société civile, qui, durant toute la vie de la conclusion de ces accords, a eu recours à des mécanismes de démocratie participative lors de la négociation des premiers accords de commerce et d'investissement. Je pense au droit d'initiative citoyenne qui a été utilisé en juillet 2014 pour s'opposer à ces accords transatlantiques. Et je pense aussi au droit de pétition qui a été utilisé plus d'une fois auprès du Parlement européen. Même si ça n'a pas eu beaucoup d'influence, ça démontre un manque de soutien flagrant de la population européenne aux mécanismes de règlement des différends, même institutionnalisés. Et si on s'intéresse un petit peu aussi à la position de certaines ONG à l'égard de la Cour multilatérale d'investissement, elle fait l'objet d'exactement les mêmes critiques. Ces dissensions internes à l'Union européenne pèse fortement sur la promotion de son modèle à l'intérieur des enceintes de la CNUSI. Il est clair que cela n'envoie pas un bon signal aux États tiers qui peuvent se demander légitimement comment prendre au sérieux une entité qui peine déjà à concrétiser son modèle au bilatéral. Ensuite, un dernier obstacle majeur à la réussite du projet de Cour multilatérale d'investissement n'est autre que le manque de soutien directement des États tiers qui résulte d'une divergence d'approche du règlement des différents investisseurs-États. L'Union européenne, ce n'est pas dire que l'Union européenne n'a pas de soutien. Elle a déjà ses partenaires bilatéraux, je pense au Canada, ou à Singapour, Vietnam et encore au Mexique, qui paraissent en tout cas soutenir le projet déjà au bilatéral. Néanmoins, l'Union européenne ne peut se reposer que sur son influence dans ses relations bilatérales pour espérer réussir son pari d'une cour véritablement multilatérale. Autrement, elle n'arriverait qu'à créer une cour plurilatérale composée de ses États et de ses partenaires, ce qui n'est pas du tout son objectif. Il lui faut donc convaincre la majorité des États qui se trouvent dans une position attentiste, mais l'ambition est gageuse, d'autant plus que les positions alternatives sont portées avec au moins autant de ferveur que celles de l'Union européenne. Alors, je suis allé consulter toutes les communications qui ont été données par les États au groupe de travail 3, et il y a beaucoup de positions qui s'opposent à celle de l'Union européenne, il y en a d'autres qui font état d'une position complètement différente. Et je me suis basé, comme beaucoup d'autres, sur l'article d'Anter Roberts qui classe toutes ces positions en 3 camps principaux. On a les incrémentaux, les réformateurs systémiques et ceux qui prônent un renversement complet de paradigme. Ces idéotypes permettent de voir une division assez claire entre les États privilégiant des améliorations ponctuelles sans refonte globale, les incrémentalistes,
comme les États-Unis ou le Japon ou la Russie, ceux qui soutiennent une réforme systémique, l'Union européenne ou le Canada, et ceux qui rejettent la possibilité même d'un recours aux juridictions internationales pour les investisseurs. Et là, je pense directement au Brésil ou à l'Afrique du Sud. À la vue de cette division idéologique, je ne vois pas comment l'Union européenne puisse mieux promouvoir son modèle, même avec une bien meilleure communication. En effet, selon moi, ces clivages sont bien plus profonds et procèdent de l'émergence de nouveaux acteurs régionaux influents avec lesquels s'est développée une disparité croissante de modèles de protection des investissements étrangers et en particulier de modèles de règlement des différents investisseurs États. On constate actuellement une hétérogénéité croissante des approches étatiques et régionales qui révèlent une hétérogénéité d'idéaux et de paradigmes sur ce que devrait être le règlement des différents investisseurs États. Il en découle directement au moins une partie des clivages au groupe de travail 3 de la CNUSI sur ce que devrait être donc ou pas l'arbitrage d'investissement. Difficile donc de ne pas douter des chances de l'Union européenne de promouvoir son projet au multilatéral. L'Union européenne, en tant que promoteur d'une réforme systémique, mais sans rupture complète, puisqu'elle institue toujours la possibilité aux investisseurs d'accéder à un forum international, elle est perçue par les deux autres camps comme ayant une position intermédiaire, puisque ces derniers la perçoivent tantôt comme trop réformiste, tantôt comme n'allant pas assez loin. Donc la proposition n'arrive d'ailleurs ni à contenter certaines ONG ou la société civile, ni la communauté d'arbitrage qui voit une atteinte à ses privilèges et ses intérêts. Pour conclure, dans le temps imparti, au regard de ces oppositions, à moins de 2 ans de la fin du processus de réforme, il est ainsi plus que légitime de s'interroger sur la réussite de leur proposition de l'Union européenne. Proclamer sa vacuité était peut-être un brin excessif, un brin provocateur, dans la mesure où c'est l'Union européenne, c'est son action qui est en grande partie à l'origine de ce mouvement vers le multilatéralisme. Et j'aimerais terminer sur une note un petit peu plus positive en disant que quoi qu'il advienne de ce projet, il est possible de reconnaître qu'elle a réussi au moins une chose au regard de ses attributs, de ses objectifs constitutifs, qui est de favoriser la recherche de solutions multilatérales aux problèmes de l'arbitrage d'investissement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Paul. C'était vraiment passionnant. Pour ma part, j'ai appris beaucoup de choses et je me demandais finalement comment tout ça allait coïncider aussi avec le CIRDI. On voit bien, moi qui travaille beaucoup sur les juridictions internationales, que le temps n'est pas vraiment au règlement multilatéral des différends. Je pense que l'OMC est là pour en témoigner, malheureusement. Enfin, voilà, en tout cas, c'était vraiment passionnant. Et puis, 19 minutes, 36 secondes. Donc, les doctorants ont montré l'exemple. Donc, les enseignants-chercheurs vont confirmer. Je précise que les doctorants ont donné leur papier en avance. Ils ont respecté le temps. Enfin, vous voyez. Bon, je mets la pression en arrière. Très bien. Bon, maintenant, je vais céder la parole donc, à Maria Castillo, qui est maîtresse de conférence à l'Université de Caen et qui va nous parler de l'espace, puisque nous allons nous intéresser à la contribution de l'Union à l'évolution du multilatéralisme en matière spatiale, l'exemple de la gestion du trafic spatial. Je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, je vais juste vous passer le micro, si ça va, je trouve beau. Je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, je sais que... Ah oui, excusez-moi. Ce n'est plus l'objet. C'est pas grave. Alors, je sais que le chronomètre tourne déjà. Je vais néanmoins prendre... Non, je vais pas commencer. Très bien. Je vais prendre quand même le temps de remercier le professeur Cécile Rapaport, d'abord pour avoir l'idée d'organiser cette belle rencontre et pour son invitation. Je remercie également l'équipe du laboratoire pour l'accueil qui nous est réservé depuis hier. Alors, ma contribution aux stratégies d'influence de l'Union européenne porte sur effectivement la contribution de l'Union à l'évolution du multilatéralisme en matière spatiale avec l'exemple de la gestion du trafic spatial. Il est possible que je la transforme par GTS, ça me permet de gagner quelques secondes. L'aventure... Ah oui, c'est bien. Je vous remercie. L'aventure spatiale, elle a commencé en 1957, lorsque l'URSS a lancé son premier satellite Sputnik et a pris la tête de la course aux étoiles.
À ce moment-là, et on est presque revenu aux sources, l'espace est symbole de puissance. Il est intimement lié au secteur de la défense parce qu'il ouvre des perspectives de surveillance et de contrôle de l'ensemble de la planète. 1957, cette même année, 6 États du vieux continent, du continent américain, du vieux continent européen, signent le traité de Rome, destiné à permettre l'intégration des économies nationales. Le traité communautaire ignore la question spatiale. Mais l'espace est un domaine par essence dual et ses applications civiles et commerciales ne peuvent pas être ignorées. Preuve en est que le 17 septembre 1963, pour la première fois dans l'histoire des Nations Unies, la cérémonie d'ouverture de l'Assemblée générale va être transmise en direct pour les radios et télévisions de 3 continents, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Afrique. Quelques 60 ans plus tard, le Bureau des affaires spatiales des Nations Unies nous dépeint une situation assez différente, puisqu'il recense plus de 13 600 objets lancés dans l'espace qui sont actuellement en orbite au-dessus de notre tête. Parmi ces objets, il faut quand même préciser qu'il y a 2 stations spatiales internationales, avec à leur bord un équipage humain, l'ISS bien sûr, la Station spatiale internationale qui accueille régulièrement un astronaute européen, mais il y a également la station chinoise Tiangong et ses 3 taïkonautes. La plupart, j'oubliais, il faut également, à côté de ces objets lancés dans l'espace, ne pas oublier précisément le plus de 1 million de débris qui gravitent autour de ces objets. Alors, la plupart des objets qui sont lancés dans l'espace, ce sont des satellites dont la taille est diverse, et quelle que soit la taille, les informations qu'ils nous fournissent sont essentielles, sont devenues essentielles pour notre vie quotidienne. Prévision météo, service de navigation pour ne pas se perdre en venant à l'université de Rennes quand on ne la connaît pas, entrer en contact de manière quasiment instantanée avec le monde entier. D'après un ancien directeur du CNES, sans satellite, la planète entière s'arrête. L'année dernière, en 2023, pour la seule année 2023, 2900 satellites ont été mis en orbite. Et une grande partie d'entre eux appartient à la constellation Starlink. Starlink est déployée par la société privée SpaceX, la société d'Elon Musk. Musk qui ambitionne à terme de déployer plus de 40 000 satellites. Ça fait beaucoup, d'autant que, outre Starlink, il y a également la constellation du GPS américain, il y a la constellation des Léo, dont on nous a parlé hier, bientôt rejointe par une autre constellation européenne, Iris. Il y a la russe GLONASS, la chinoise Bohang, etc., etc. Je pourrais continuer. Les projets de méga-constellations qui ont été déposés auprès de l'Union internationale des télécommunications prévoient que d'ici la fin de la décennie, des centaines de milliers de nouveaux satellites vont être déployés. Or, au fur et à mesure que le nombre de satellites augmente, eh bien, les orbites se saturent. Globalement, il y a 2 types d'orbites, basses et hautes. Basses, entre 200 et 2000 km, c'est plus près de la Terre, donc les images sont de meilleure résolution, donc ils sont très nombreux. Hautes, géostationnaires, à environ 36 000 km, il y a moins de monde, mais les images sont de moins bonne qualité, notamment pour la surveillance. Bref, on comprend bien que les risques qui pèsent sur la sécurité des opérations spatiales, sur la viabilité même des activités spatiales ne peut plus être ignorée, et que la question de la gestion du trafic spatial, elle se pose en termes de défis majeurs pour l'ensemble des opérateurs spatiaux. Il faut savoir que pour la période qui va du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024, SpaceX et sa méga constellation annoncent avoir effectué 50 000 manœuvres d'évitement. 50 000 manœuvres d'évitement en à peine 6 mois. Évitement pour éviter bien sûr la collision et de nouveaux débris. Alors, face à ce défi mondial, la Commission européenne et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères ont présenté en février, le 15 février 2022, une approche de l'Union en matière du trafic spatial. Cette approche de l'Union a été suivie le 8 décembre 2023 par des conclusions qui ont été adoptées par le Conseil sur l'état d'avancement de la gestion du trafic spatial. Et au jour d'aujourd'hui, j'aurais dû avoir une proposition législative à vous présenter, mais elle tarde un peu à venir. C'est dire que la négociation est difficile, même au sein de l'Union. Quoi qu'il en soit, la proposition de la Commission et les conclusions du Conseil nous permettent donc d'illustrer cette contribution de l'Union à l'évolution du multilatéralisme dans le domaine spatial, que je vous propose d'aborder de manière tout à fait originale en répondant à 2 questions. Pourquoi et comment ? Pourquoi cette proposition de l'Union, ce qui nous renvoie en fait à la question de la légitimité de l'Union pour intervenir dans le domaine spatial, ce n'est pas évident.
priori. Et ensuite, comment elle va s'y prendre, ce qui nous renvoie à l'apport, là je vais faire un peu Madame Irma, qu'est-ce qui est susceptible d'être annoncé dans sa proposition et surtout comment elle va pouvoir le défendre au sein des instances internationales. Donc, première question, légitimité de l'Union. Légitimité de l'Union, on peut commencer par la base. L'espace est une ressource, nous le savons, qui est partagée à l'échelle de la planète. Conformément au traité de l'espace de 67, il échappe à toute souveraineté, il est soumis à un régime de liberté, il peut être utilisé et exploité par tous dès lors que c'est de manière pacifique. La course à l'espace que se sont livrés les États-Unis et l'URSS a contribué à l'émergence d'une Europe spatiale qui est, nous allons le voir, assez complexe. Et dans son discours sur l'état de l'Union de 2023, la présidente von der Leyen a annoncé son intention de créer un droit spatial européen. Défi ambitieux pour l'Union, qui se présente donc comme acteur majeur dans le domaine spatial, alors même que nous allons voir sa compétence s'articule autour de dimensions aussi bien multilatérales que nationales. Donc d'abord, l'Union devenue acteur majeur dans le domaine spatial, comment cela s'est-il produit? Alors que l'Union est encore centrée sur la création du marché commun, donc on est aux origines, le Parlement européen, tout de même en 1979, va souligner les avantages importants que la communauté peut tirer des activités spatiales et le fait que l'Europe ne peut pas dépendre de l'extérieur pour satisfaire ses besoins. On est en 79. 1986, l'acte unique introduit, nous le savons, dans le traité le titre 5 consacré à la recherche, au développement technologique, et va fixer comme objectif à l'Union de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'industrie européenne. La porte vient de s'entrouvrir. L'année suivante, dans une communication sur l'espace, la Commission établit le principe d'une participation de l'Union aux activités spatiales. Et en 2003, elle est prête pour publier un livre blanc qui est intitulé « Espace, une nouvelle frontière dans une Union en expansion ». Dans ce livre blanc, la Commission constate ce qui relève en fait de l'évidence, à savoir que l'espace, ce n'est pas uniquement un outil pour explorer l'univers et amener l'homme vers d'autres frontières. L'espace, il a une dimension stratégique, il a une dimension économique, et à partir de là, la stratégie spatiale de la Commission va être axée sur 4 objectifs majeurs. 4 objectifs majeurs qui aujourd'hui encore sont l'épine dorsale de son action, qui sont 1. Maximiser les avantages que représente l'espace pour la société et pour l'économie européenne. 2. Favoriser un secteur spatial mondialement compétitif et innovant. 3. Renforcer l'autonomie de l'Europe dans l'accès à l'espace et l'utilisation de l'espace de manière sûre et sécurisée. Et renforcer l'Europe en tant qu'acteur mondial, tout en promouvant la coopération internationale. À partir de ces objectifs, il faut quand même réaliser qu'avant même d'être compétente dans le domaine spatial, l'Union va utiliser des compétences autres, concrètement sa compétence en matière de réseau transeuropéen, pour développer des programmes spatiaux. C'est ainsi qu'elle va notamment développer le programme de radionavigation par satellite Galileo, qu'on a déjà cité, et le programme Copernicus d'observation de la Terre. C'est Lisbonne, le traité de Lisbonne, qui amène enfin la compétence à l'Union européenne, avec son titre 19 et plus particulièrement l'article 189, qui précise bien que pour favoriser le progrès scientifique et technique, la compétitivité industrielle, la mise en œuvre de ces politiques, l'Union élabore une politique spatiale. Alors, cette politique spatiale pourra prendre la forme, nous précise 189 de Lisbonne, du TFUE, d'un programme spatial européen à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires. Alors, que va pouvoir faire l'Union? Elle va promouvoir des initiatives communes, elle va soutenir la recherche et le développement, elle va coordonner les efforts de ses États en matière spatiale. Cette inclusion de l'espace dans la sphère de compétences de l'Union renforce bien sûr sa visibilité politique et ne peut pas être déconnectée du rôle accru de l'Union en matière de sécurité et de défense que le temps ne nous permet pas de développer. Cette compétence, elle va conduire à l'adoption du premier règlement spatial européen, qui est le règlement adopté en 2021, le règlement 2021-696, un règlement qui élabore le premier programme spatial complet de l'Union. C'est un programme qui doit permettre, c'est la ligne première du règlement, c'est un programme qui doit permettre à l'Union de demeurer, je cite, un acteur international de premier plan. Et pour ce faire, le programme rationalise en fait l'ensemble des apports qui existent déjà, c'est-à-dire les différents programmes qui ont été élaborés, la navigation, Galileo, EGNOS, l'observation de la Terre, Copernicus et même la surveillance. Il existe un programme de surveillance.
Le règlement crée également l'Agence spatiale européenne qui est chargée d'assurer la gestion de ces différentes composantes. Donc, à l'heure où le développement du New Space bouleverse le paysage spatial, l'Union affiche ses ambitions d'acteur international majeur dans le domaine spatial. Oui, mais ces ambitions, elles doivent se combiner avec celles de ses États membres et avec celles d'un autre acteur qu'il convient de ne pas oublier, j'ai nommé l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Donc, deuxième point de cette première partie, la gouvernance spatiale européenne, un tantinet complexe. La politique spatiale, traditionnellement, c'est une politique nationale. Et si on regarde ce qui existe actuellement, en juillet 2024, 14 États membres disposaient d'une législation applicable aux activités spatiales. Pour certains d'entre eux, ils sont détenteurs de longue date des capacités spatiales, je pense par exemple à la France, à l'Allemagne, à l'Italie. Pour d'autres, c'est une activité qui est en plein développement, si je puis dire, je pense à l'Espagne. Sans doute faut-il ici rappeler que la compétence spatiale de l'Union, elle est insérée à l'article 4, paragraphe 3 du TFUE, et que c'est une compétence qui est soumise à un régime sui generis, dès lors qu'elle a vocation à s'exercer parallèlement à celle de ses États membres dans le principe de la coopération loyale. En effet, alors qu'elle relève de la catégorie des compétences partagées entre l'Union et ses États membres, et qu'à ce titre, elle devrait être soumise au principe de la subsidiarité, l'article 4, paragraphe 3 précise qu'en matière spatiale, l'Union peut uniquement mener des actions pour définir, mettre en œuvre des programmes, mais sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États d'exercer la leur. Et dans le règlement 2021-696, on retrouve bien cette ambiguïté lorsqu'il est précisé que les États membres ont la possibilité de participer au programme spatial de l'Union en apportant compétences, savoir-faire, informations, infrastructures, s'ils le souhaitent. Par ailleurs, cette compétence de l'Union européenne, elle doit également s'harmoniser avec celle de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, avec laquelle le traité de Lisbonne précise bien que l'Union doit établir, je cite, toute liaison utile. Alors, l'ESA, c'est qui? L'ESA, c'est quoi? L'ESA, l'Agence spatiale européenne, c'est l'organisation qui a permis aux Européens de bénéficier d'un accès autonome à l'espace. L'ESA, c'est l'organisation qui coopère avec la NASA, les agences spatiales russes, canadiennes, chinoises, au sein de la Station spatiale internationale, et qui contribue à la médiatisation de l'espace en Europe. L'ESA, aujourd'hui, elle est composée de 22 États membres, parmi lesquels 19 sont membres de l'Union européenne. Les trois autres, je les cite rapidement pour pas les oublier, c'est la Suisse, le Royaume-Uni et la Norvège. Donc 19 sur 22 sont membres de l'Union européenne. Où sont les 8 autres? Les 8 autres sont aussi là. Il y en a 4 qui ont conclu un accord de coopération et 4 autres qui sont associés. Donc en fait, tout le monde est là. L'ESA, elle est née en 1975, bref rappel, de la fusion de ELDO et ESRO. ELDO et ESRO, rappelez-vous, ce sont ces deux organisations de coopération qui sont créées en 1964 pour permettre aux Européens de développer des lanceurs et de construire des satellites scientifiques. Et lorsqu'on regarde le traité constitutif de l'ESA, article 2, qu'est-ce qu'on constate? C'est une organisation qui est là pour développer à des fins pacifiques la coopération entre les Européens dans le domaine spatial. Elle doit permettre l'élaboration d'une politique spatiale européenne à long terme. Elle doit permettre aux Européens de mener des activités dans le domaine de l'espace, et elle doit recommander aux États membres une politique industrielle cohérente, morceau choisi de l'article 2 du traité constitutif ESA. Bref, on voit bien que la concurrence se dessine. Pour passer de la concurrence à la complémentarité entre les deux organisations européennes, Union et ESA, un accord institutionnel a été adopté. Il est entré en vigueur depuis 2004, régulièrement reconduit depuis. Il a créé un conseil espace qui permet la coopération entre les deux organisations. Le règlement 2021 en prend bien note et rappelle que le programme spatial de l'Union européenne doit se faire sans préjudice des activités et des compétences reconnues à l'ESA. Voilà donc que l'Union européenne, acteur majeur, est donc légitime pour contribuer au débat mondial. Elle se lance, ça y est, elle va faire sa proposition en matière de GTS. C'est ma deuxième partie. Bien, ça ne me fait pas peur. L'Union européenne, alors, l'Union européenne a donc présenté une proposition de GTS avec plusieurs problèmes à surmonter. Premier problème, c'est l'absence de consensus. C'est quoi la gestion du trafic spatial?
Alors, il y a plusieurs approches. Une approche stricte, la gestion du trafic spatial, c'est simplement éviter les collisions, première vision. Ou alors une approche plus large. La gestion du trafic spatial, c'est garantir sûreté, viabilité, pérennité de l'ensemble des opérations. Dans la vision présentée par la Commission en 2002, on est plutôt sur une approche large. Une approche large, est-ce qu'elle va réussir à la mettre en avant ou pas? Je ne sais pas, puisqu'on n'a toujours pas la proposition législative, mais cette approche large, elle implique le développement d'activités de surveillance, des activités de surveillance de l'espace qui passeront notamment par l'utilisation de l'IA, et là je vous renvoie à ce qu'on a vu sur l'IA tout à l'heure, va être très utile, l'IA ici. Par-delà la question du contenu que l'on n'a pas, je peux me rabattre sur la question du contenant. Comment cette proposition législative va-t-elle se présenter? La Commission aimerait bien a proposé l'utilisation d'une boîte à outils, c'est-à-dire de lignes directrices, mais pas que, parce que les lignes directrices, c'est de la soft law, et on sait bien ce que cela devient. Donc la Commission n'est pas opposée à la mise en place d'obligations limitées, et là on se heurte à un autre problème, c'est que je vous ai lu tout à l'heure l'article 189 qui précise que les mesures nécessaires en matière de politique spatiale ne peuvent pas prendre la forme d'une harmonisation des dispositions législatives. Qu'à cela ne tienne, dans son analyse d'impact qu'elle a lancée à l'automne 2023, analyse d'impact à l'égard des États, mais également des opérateurs privés pour savoir un petit peu ce qu'ils attendaient de cette gestion du trafic spatial, la Commission ne s'est pas appuyée à l'évidence sur 189, elle a choisi 114. Puisque avec cette gestion du trafic spatial, ce qu'elle va faire, c'est améliorer et renforcer le fonctionnement du marché intérieur. Supposons que cette proposition de VTS soit là, elle va pouvoir aller la porter au sein des instances internationales et essentiellement, 2 minutes je crois, au sein du COPIOS, le Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique. Donc le COPIOS, le comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique qui rend compte à l'Assemblée générale de l'ONU via la 4e commission. Donc le COPIOS, il faut savoir qu'il réunit 102 États membres à l'heure actuelle, dont 21 des 27 États membres de l'Union. Il accueille également plusieurs organisations internationales avec un statut d'observateur permanent. Petite précision pour dire que l'ESA, l'Agence spatiale européenne, est observateur permanent depuis 1900. Alors il est écrit 72 dans le listing COPIOS. J'en déduis que c'est ELDO et ESPO qui étaient déjà là avant. Et lorsqu'on cherche l'Union européenne, je me suis amusée à faire toutes les comptes rendus du COPIOS depuis sa mise en place en 59, pardon. Et là, on constate que la communauté européenne apparaît en 2003 comme simple observateur. Ensuite, on voit que la commission, pas la communauté, la commission apparaît comme simple observateur en 2007-2008, et puis tout le monde disparaît, enfin, elles disparaissent, et c'est à partir de 2018 que l'Union européenne devient à son tour observateur permanent au COPIOS. Alors, le COPIOS, c'est quand même l'organe de base qui permet la discussion sur toutes les questions concernant l'utilisation de l'espace. Et depuis 2018, qu'elle a ce statut d'observateur permanent, l'Union européenne participe et se prononce à chaque fois. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque fois qu'elle prend position pour présenter sa position, elle se prononce toujours au nom de l'Union et de ses États membres. Donc ça, c'est un point intéressant à noter. J'ai le temps. 2 minutes. Donc le COPIOS, un dernier mot sur lui et sur son importance, c'est comme lui qui est à l'origine des 5 grands traités internationaux relatifs à l'espace, 5 grands traités que l'Union souhaiterait intégrer, en tout cas qu'elle souhaiterait alors non pas ratifier, parce que les 5 traités internationaux de l'espace ne sont pas ouverts à la ratification pour les organisations internationales, mais 3 d'entre eux, la Convention sur la responsabilité des dommages causés pour sur les objets spatiaux, la Convention sur l'immatriculation et le sauvetage des astronautes, permettent une participation d'organisations internationales dès lors qu'elles acceptent les droits et obligations qui sont dans le texte, et si les États membres de ces traités l'acceptent également. Dans sa communication de 2022, la Commission a annoncé qu'elle étudiait les possibilités effectivement de pouvoir accepter ces droits et obligations. Le Conseil l'encourage dans ce sens, et devant la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies, elle a fait savoir qu'effectivement, elle cherchait à préciser comment rejoindre donc ces différentes organisations, ces 5 traités. Pardon. Donc, si je dois répondre à la question, est-ce que l'Union européenne sert le multilatéralisme en matière spatiale? J'ai envie de dire que oui.
J'ai envie de dire que oui, d'abord à travers cette présence au sein du COPIUS, au printemps dernier, en avril 2024, lorsque le COPIUS a examiné où en étaient les différents États quant à la gestion de l'espace, il a été précisé, je cite, que la gestion du trafic spatial a été désignée comme question d'importance stratégique pour l'Union. Donc, elle a déjà fait savoir à l'ensemble des participants au comité qu'elle, elle travaille sur la question et qu'elle va être prête pour la mettre en avant. D'autant plus que d'autres acteurs du COPIUS, et là je pense par exemple aux États-Unis, ont déjà développé leur propre politique en 2020 sur cette question de gestion du trafic spatial. Je suis désolée. Merci. Merci en tout cas, beaucoup Maria, pour cette présentation qui était aussi stimulante, intéressante, avec des enjeux qui sont actuels. Et je me demandais si les États membres soutenaient ou pas la commission, notamment au COPIUS, dont vous étiez en train de parler. Voilà. Merci beaucoup. Petit décalage d'une minute, donc rien de grave, Olivier, c'est ce qu'il reste à faire. Donc je cède maintenant la parole à un grand sportif, Olivier Blin, qui est maître de conférence à Toulouse et qui va nous parler donc de l'Union européenne et l'ordre sportif transnational, un duo singulier. Merci, Monsieur le Président. Merci, Guillaume. Donc, j'ai bien compris qu'effectivement, la gestion du temps était un impératif, rien de plus naturel finalement pour un sportif. Je vais m'efforcer de relever ce défi, qui nous soit permis quand même rapidement, mais très sincèrement, de remercier Madame la professeure Rapoport pour son accueil chaleureux, Madame Rapoport et son équipe évidemment, pour son accueil chaleureux et puis pour la qualité scientifique de ces 2 jours. L'une des preuves, c'est qu'elle m'a autorisé à vous parler de sport aujourd'hui, même si l'heure est un peu avancée. Donc, il y a encore 2 ou 3 ans, je serais intervenu devant vous plutôt pour vous parler des relations entre l'Europe et l'OMC, dans la continuité d'une thèse que j'ai soutenue il y a déjà pas mal de temps. Alors, je continue à m'intéresser au droit international économique, évidemment, mais depuis 2 ou 3 ans, donc, mon regard s'est porté sur le sport à l'échelle européenne, qu'il s'agisse de l'enjeu interne comme de l'enjeu externe. Alors, au niveau interne, chacun sait que cette question s'est enrichie significativement sur le plan jurisprudentiel, avec 3 arrêts importants rendus le même jour, le 21 décembre 2023, j'y reviendrai. Et puis, c'est un peu plus ancien, mais c'est intéressant aussi, sur le plan textuel, avec l'insertion officielle du sport dans le TFUE à l'article 165. Au niveau externe, le sport est également une matière particulièrement intéressante du fait de la montée en puissance des fédérations sportives, d'un côté, et même des clubs, là aussi je reviendrai, et de l'autre, de l'arbitre spécialisé en matière sportive, qui est le tribunal arbitral du sport, d'où évidemment des points de contact, voire de friction, entre l'Union européenne et son droit d'un côté et le droit sportif transnational. Alors, principaux intérêts à cette thématique, je vais vite sur le premier point, puisqu'il correspond à la thématique familière aux européanistes des rapports du système, que l'on retrouve ici, avec d'un côté l'ordre de l'Union qui avance son autonomie, et puis le droit sportif transnational, dont j'ai découvert en travaillant donc, ces derniers temps sur cette question, qu'il revendique aussi différemment, qu'il revendique aussi de façon insistante une autonomie par rapport aux autres ordres, qu'ils soient étatiques ou régionaux. En deuxième lieu, le droit de l'Union européenne est bien entendu un droit émanant d'une organisation internationale, un droit très intégré, à caractère régional, mais dont on sait qu'il dépasse largement le cadre régional, avec un rayonnement politico-juridique, pourrait-on dire. Quant à l'ordre sportif international, qui rassemble, pour faire simple, l'ensemble des acteurs, les institutions en charge de l'organisation des compétitions sportives et de la résolution des litiges qui s'y rapportent, notamment avec le TAS, eh bien, cet ordre sportif international incarne une réalité transnationale, car si la pratique, bien sûr, sportive a une dimension universelle,
eh bien, elle est gouvernée par des règles privées, d'origine privée, spécialement dédiées aux principaux acteurs du secteur. Je veux parler bien sûr des fédérations, des clubs, des sportifs, des agents, des dirigeants. Donc nous sommes bien ici, avec le droit sportif transnational, face à une enceinte, mais qui est plutôt diffuse, hein, qui est plutôt informelle. En troisième et dernier lieu, soulignons l'actualité la plus récente qui vient nourrir la réflexion, puisque outre les 3 arrêts déjà cités, déjà mentionnés dans leur principe de fin 2023, eh bien, encore ce matin, il y a moins d'une heure, sur le site de la Cour de justice, a été mis en ligne un arrêt très attendu dans l'affaire dite Diarra, à propos des modalités de transfert des joueurs de football professionnel. Nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir si vous avez des questions là-dessus. Et de l'autre côté, au-delà de l'aspect jurisprudentiel, sur un plan plus doctrinal, j'attire l'attention de celles et ceux qui ont été spécialement attirés effectivement par l'étude du droit du sport, sur un ouvrage qui est sorti au printemps sur les racines européennes de la Lex Sportiva. Donc un ouvrage collectif qui montre bien que de différentes manières, le droit de l'Union européenne a inspiré le droit sportif international. Alors pour aller à l'essentiel, j'ai souhaité, dans le cadre de cette brève présentation, attirer votre attention sur 2 tendances qui se succèdent si on se place sur le temps long, comme on dit souvent. D'abord, une période que je qualifierais de coexistence pacifique entre l'Union et son droit et l'ordre sportif transnational, et ensuite une ère de confrontation qui est plutôt récente et à propos de laquelle je vous donnerai quelques éléments de réflexion sans prétendre évidemment régler la question. Alors, sur la première période, commençons par rappeler que le sport n'était pas mentionné dans le traité de Rome de 1957 et qu'il a été, dans un premier temps, envisagé par le juge de l'Union lorsque le sport est venu percuter, le mot n'est pas trop fort, percuter, donc les libertés de circulation, et notamment la circulation des professionnels. Mais nous verrons qu'il y a eu une certaine tolérance des institutions européennes pendant plusieurs décennies à l'égard du sport, quand bien même il heurtait les règles fondamentales du marché intérieur. Et ensuite, je m'efforcerai de vous convaincre que les fédérations européennes et internationales ont régulièrement intégré les exigences européennes dans leur propre réglementation. Alors, pour ce qui est de l'approche tolérante du sport, le premier épisode, c'est l'arrêt Valrave de 1974, à propos du cyclisme, ce n'était pas le football, ça arrive bien juste après, en 1976, mais en 1974, c'est à propos du cyclisme, et à cette occasion, la Cour pose deux principes importants. D'abord, premier élément, le sport intéresse le droit de l'Union européenne dès lors qu'il constitue une activité économique, ça tombe sous le sens, mais parallèlement à ça, la Cour consacre déjà ce qu'on appelle le principe de l'autonomie du pouvoir sportif, en reconnaissant que les aspects purement techniques, on appelle aussi le sport en tant que tel, n'intéressent pas le droit communautaire, aujourd'hui le droit de l'Union européenne. Il faut comprendre par là la composition des équipes nationales à l'époque, dans l'affaire de 1974, et puis plus tard, la fixation des calendriers ou les critères de sélection à certaines compétitions. Mais même quand le sport intéresse le droit communautaire, il fait l'objet d'une certaine bienveillance, d'une certaine mansuétude de la part de la Commission européenne, y compris à partir de 1976, deuxième arrêt important, l'arrêt Dona, cette fois à propos du football, qui pose déjà à l'époque la question des quotas de joueurs non nationaux dans les équipes de clubs. Alors pourquoi je parle de mansuétude? Parce qu'effectivement, malgré la condamnation de principe de la Cour, eh bien, la Commission laissera faire les fédérations et on retrouvera cette question posée dans l'arrêt suivant que tout le monde connaît au moins de nom, l'arrêt Bosman de 1995. Alors, il y avait 2 questions dans cet arrêt Bosman, je vous le signale en passant, la question des quotas de joueurs non nationaux, puis la question des indemnités de transfert, même quand le joueur avait terminé son contrat. Mais ce qui est intéressant,
c'est qu'effectivement, la question des quotas de joueurs nationaux eh bien, revient devant la Cour alors qu'elle aurait dû être réglée à la suite de l'affaire Bruna. Et l'UEFA avance d'ailleurs à l'époque, certains peut-être ça en tête, un accord passé entre l'UEFA et la Commission, rapidement écarté par la Cour qui dit la Commission européenne n'est pas là pour conclure des accords qui seraient contraires aux droits communautaires. Donc finalement, dans le cadre de ces différents arrêts, à l'analyse, il apparaît que certes, il y a une condamnation d'un certain nombre de pratiques de fédération, mais dans des conditions qui sont plutôt permissives, plutôt tolérantes, en tout cas pour ce qui est de l'attitude de la Commission européenne. Et tout cela s'explique à la lumière d'un principe qui commence à émerger, qui est le principe de la spécificité sportive. L'idée fait son chemin à partir de ce moment-là. Et un élément intéressant à noter, je reprends une formule de Madame le professeur Legendre dans sa thèse très inspirante sur les rapports entre le mouvement sportif international et puis les ordres juridiques étatiques et régionaux. Elle a cette formule qui effectivement me paraît particulièrement pertinente, selon laquelle la soumission donc, du droit sportif au droit communautaire n'est pas fondée sur la négation du pouvoir sportif, mais plutôt sur la reconnaissance de son autonomie. Il me semble que c'est encore aujourd'hui une remarque particulièrement intéressante. Alors, venons-en au second aspect de cette première période, l'incorporation. J'irai vite là-dessus parce que la réalité est perceptible, même sans rentrer dans les aspects techniques. L'incorporation des exigences européennes dans la réglementation des fédérations. Vous le savez, les fédérations ont été assimilées à des États, en ce qu'elles ont un pouvoir unilatéral de réglementation pour le secteur qui les intéresse, et donc, logiquement, bien, elles doivent respecter les standards européens en matière de marché intérieur, comprenez les libertés de circulation et la libre concurrence. Les fédérations l'ont bien compris, elles ont travaillé avec leurs services juridiques, elles ont travaillé aussi en n'hésitant pas, en sollicitant des intervenants extérieurs, grassement payés, précisons passant, sans regret que je n'en fais pas partie, et enfin, en passant, je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque ça existait avant Bosman, en passant des accords avec la Commission européenne. Alors, quel est l'objectif? D'une part, c'est d'essayer de se prémunir contre des démarches contentieuses qui seraient portées par voie préjudicielle, c'est un classique, devant la Cour. Et puis, d'autre part, c'est pas tout à fait anodin parce qu'en droit de l'Union européenne, vous avez pas mal d'États qui comptent, et notamment sur le plan sportif. Donc, en pratique, on a eu pendant plusieurs décennies une collaboration plutôt satisfaisante. Et d'ailleurs, en témoigne le peu d'affaires soumises à la Cour, si on met en relation le nombre de ces affaires avec les enjeux juridiques et économiques du secteur. Il reste que depuis quelque temps, on peut se demander si on n'a pas basculé dans une confrontation, dans une situation qui est plus problématique que la précédente. Alors, qu'est-ce qui a récemment changé d'abord? Et rapidement, pour expliquer cette tournure problématique. Plusieurs facteurs, à mon sens, l'essor évidemment de ce qu'on appelle le sport business, avec des enjeux économiques et médiatiques colossaux, pas besoin d'y insister, l'affirmation du pouvoir des fédérations, mais qui doivent de plus en plus composer, le paradoxe, avec la montée en puissance parallèle des clubs eux-mêmes, et enfin, une affirmation régulière du tribunal arbitral du sport, parce que même si on ne s'intéresse pas au sport aujourd'hui, on a forcément entendu parler de ce fameux TAS. Alors, quelques mots dans le cadre de cette seconde période sur d'abord le compromis à trouver, l'équilibre à trouver entre le modèle sportif européen, puisqu'on a dépassé, même si l'idée est toujours la même, mais la spécificité sportive, pour parler de modèle sportif européen, avec l'article 165 TFUE, donc le modèle sportif européen contre le marché intérieur, si on résume, et puis je terminerai laisser sur une interrogation sur la question de savoir s'il n'existe pas une guerre des juges, ou en tout cas une guerre entre le juge européen et puis l'arbitre sportif. Vous comprenez le passe.
Première remarque très rapide pour indiquer qu'il peut paraître étonnant que le juge européen ne se soit intéressé au sport sous l'angle de la libre concurrence au milieu des années 2000. C'est l'affaire Mecca Medina à propos du dopage. Il a fallu attendre donc cette date tardive pour qu'effectivement l'activité sportive soit appréhendée au prisme des règles de concurrence. C'est d'autant plus surprenant que, je vous le rappelle en passant, pour reprendre les termes mêmes de la Cour, les clubs sont des entreprises, les fédérations nationales sont des associations d'entreprises, et les fédérations européennes et internationales sont des associations d'entreprises. On peut effectivement être surpris de ce caractère tardif de la soumission du sport aux règles européennes de concurrence. À la même époque émerge donc la spécificité sportive, qu'on va vite baptiser modèle sportif européen, avec 3 éléments structurants: une organisation pyramidale, le sport amateur en bas, à la base, le sport professionnel au sommet, la promotion de compétitions ouvertes et accessibles à tous. Là aussi, on pourrait discuter par rapport à le nouveau format de la Ligue des Champions, mais nous y reviendrons peut-être dans la discussion lors de la pause déjeunatoire. Et enfin, 3e élément structurant, une solidarité financière. Les recettes des grands événements sportifs servant aussi, pas seulement, mais servant aussi à financer les niveaux inférieurs de la discipline. Et donc, ce modèle était susceptible de contrecarrer la logique strictement marchande. Il en a été plutôt différemment parce que, sans rentrer dans la querelle qui s'est développée ces dernières années entre 2 avocats généraux, M. Rantos dans l'affaire de la Super League et puis M. Spuchnar dans l'affaire Club d'Anvers, eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait un véritable débat, une véritable discussion, et donc pas seulement en doctrine, sur la portée à accorder à ce modèle sportif européen. En résumé, est-ce qu'il s'agissait d'une posture et d'un concept purement déclaratoire? C'était l'avis de la général Spuchnar, qui parlait de fausses bases juridiques et qui expliquait même un peu plus précisément que les fédérations n'avaient en aucune façon une délégation de la part des institutions européennes pour réglementer le sport en Europe. Et de l'autre, M. Rantos qui voulait même constitutionnaliser le modèle sportif européen. Finalement, dans l'affaire de la Super League, eh bien, la Cour devait statuer dans le sens contraire des conclusions proposées par M. Rantos et, si on va à l'essentiel, donc, devait retenir une logique économique et condamner les pratiques de l'UEFA. L'UEFA étant dans une situation de conflit d'intérêts, puisque, d'une part, l'UEFA, la Fédération européenne de football, réglemente le football en Europe, mais par ailleurs, elle organise elle-même des compétitions. Et jusqu'à présent, elle a le monopole de l'organisation de ces compétitions. Donc, situation d'opposition dominante et abus de cette position, parce qu'elle a prévu des conditions telles pour les clubs qui voulaient monter un projet concurrent qui n'était pas possible pour ce projet de voir le jour. Donc, l'étau européen s'est resserré sur les fédérations, sommées de revoir leur statut et notamment leur monopole historique. Alors, j'en viens au dernier point, avant une brève conclusion, sur la perspective d'une éventuelle guerre des juges. Je vous rappelle que le TAS a été créé en 1984, mais il est devenu un véritable arbitre au sens où l'entend notamment la Cour européenne des droits de l'homme, avec les garanties notamment d'indépendance et d'impartialité, qu'en 1994, et dès sa naissance, le TAS a été conçu pour soustraire le contentieux sportif aux juges et donc au droit étatique ou régional. C'est une formule du professeur Gérald Simon, l'un des spécialistes du droit du sport, et pour certains, le TAS est devenu une Cour suprême du sport. Alors, il ne faudrait pas en déduire que le droit de l'Union européenne est complètement étranger au TAS. Vous avez différentes hypothèses dans lesquelles le TAS est susceptible d'utiliser le droit de l'Union européenne. Donc, soit que le droit de l'Union européenne soit choisi par les partis, c'est assez rare, même si techniquement ça existe, soit parce que la formation du TAS
qui est compétente pour régler le litige, s'autorise à mobiliser les règles qui lui paraissent pertinentes et éventuellement celles de l'Union européenne. Et enfin, de façon indirecte, et c'est le cas le plus fréquent, parce que l'application du droit de l'Union européenne se fait à travers l'examen de la réglementation de la fédération dont les statuts sont examinés par le TAS. Je vous disais que ces fédérations, de plus en plus, sont globalement respectueuses des exigences européennes. Donc, en résumé, l'avocabilité du droit de l'Union devant le TAS n'est pas tout à fait négligeable. C'est peut-être ce qui explique que la Cour de justice se tienne pour l'essentiel assez loin du contentieux sportif international et laisse plutôt faire le TAS. Il reste que l'Union européenne pourrait vouloir contrôler l'application du droit de l'Union européenne par le TAS. Vous avez une affaire en cours qui pose cette question d'un éventuel contrôle du juge européen sur donc la pertinence, la validité des sentences, puisqu'il s'agit d'un arbitre rendu par le TAS. C'est l'affaire concernant la tierce propriété qui a déjà été réglée par le TAS, contrôlée par le tribunal fédéral suisse, et qui arrive par voie préjudicielle devant la Cour. Donc voilà pourquoi certains auteurs, effectivement, considèrent, dans l'attente de la conclusion de cette affaire, en tout cas à l'échelle européenne, qu'il pourrait y avoir plus que des frictions entre le juge européen et l'arbitre sportif international. En conclusion, on va essayer de respecter l'horaire qui m'a été imposé, en tout cas aimablement suggéré. En conclusion, il apparaît que l'Union européenne, tant par l'effectivité de son droit que par la puissance de son juge, contraint significativement, contraint réellement la teneur du droit sportif international. Certains observateurs n'hésitent pas à prétendre que sur certaines questions, même l'Union européenne serait une sorte de co-législateur pour le droit sportif international. En tout cas, sans vouloir donner l'impression de s'immiscer dans l'ordre sportif international, l'Union invite régulièrement ses principaux acteurs, comprenez pour l'essentiel les fédérations, avec une insistance variable, à améliorer leur gouvernance. C'est un peu la leçon qu'on peut tirer des 3 arrêts du 21 décembre 2023. L'Union européenne a donc fait sienne, et certainement de manière tactique, la fameuse formule de Victor Hugo, « Je veux l'influence et non le pouvoir ». Je vous remercie. Merci Olivier pour cette très belle présentation également qui suscite bien des questions et puis parfait respect du timing aussi. Alors je me tourne vers la grande prêtresse pour savoir combien de temps pouvons-nous disposer. Pour avoir quelques informations de votre panel, je pense qu'on peut prendre 10 minutes. Enfin, voilà, si on se dit qu'on finit à 13h45, c'est bien. D'accord, donc nous avons 12 minutes. Ouais. Ce que je propose de faire, c'est peut-être de prendre une série de questions et puis ensuite de laisser les différents intervenants réagir aux éventuelles questions qui pourraient leur être posées. Alors, est-ce que quelqu'un dans la salle a des questions à poser? Oui, je vois la main. Allez-y. Merci. J'ai 2 questions spécifiques pour Kia. Donc, premièrement, concernant la prise de position de l'Union européenne et ses États membres au sein d'OTIF. Donc, dans ma propre recherche, j'ai remarqué que quand la Commission propose la position, elle indique ou elle identifie nettement, selon elle, la nature de la compétence en cause. Mais quand le Conseil, après, adopte la décision définissant la position, cette identification est omise. Et donc, la première question sera, pensez-vous que cette approche du Conseil est compatible avec les Internal Arrangements ou non? Et la deuxième question, parce que vous avez évoqué la possibilité pour l'OTIF d'élargir, d'attirer des autres membres, et j'ai vu que l'Union européenne n'est pas vraiment en faveur de l'adhésion de la Chine. Donc, cette approche de l'Union, comment vous l'analyserez? Merci. Merci. Y a-t-il une autre question?
cette question sur le tribunal d'investissement multilatéral. Dans l'avis 17, l'avis il y avait une petite réserve, on va dire, une petite réserve d'interprétation sur les coûts prohibitifs. C'est-à-dire que l'avis était favorable en présumant que les États membres et le Canada mettraient en œuvre une déclaration permettant aux PME d'accéder notamment au tribunal CETA. Et est-ce que dans le PID, enfin, vous êtes passé très vite dessus, mais est-ce qu'il y a des pistes pour justement mettre en place un dispositif qui permettrait de favoriser l'accès de ces PME à ce tribunal? Autre question? Moi, j'avais une. Vas-y. Merci, j'ai une question pour Maria. Il me semble, je suis un peu de loin ces questions de sécurité spatiale, mais dans les années 2008-2010, on avait l'impression que l'Union européenne avait vraiment une stratégie normative en matière de sécurité spatiale. Face à la proposition de traité sino-russe, l'Union européenne a proposé un code de conduite avec une ouverture aux différentes puissances spatiales et puis essentiellement les États-Unis, a obtenu le soutien des États-Unis, a ouvert aux pays en développement. Alors, l'utilisation du multilatéralisme, ça a été dans des conférences ad hoc. On a eu un code de conduite qui était au départ celui de l'Union européenne, puis qui est devenu le code de conduite proposé par l'Union européenne à la communauté internationale. Et là, les États-Unis ont mis leur veto à ce que la question soit examinée dans le cadre des Nations Unies au COPIOS, même si maintenant les propositions de l'Union européenne ont été adoptées dans d'autres lignes directrices au sein des Nations Unies, mais on a l'impression que l'Union européenne n'est plus cette puissance normative qui se présentait comme étant très, très active en matière de sécurité spatiale. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être, je me demande ce qu'il en est. Vous avez travaillé sur le COPIOS de manière très, très précise. Yeah, exact. Merci. Merci, j'ai une question pour Paul Granga. Donc, quand l'Union européenne a acquis sa compétence en matière d'investissement direct étranger, elle s'est présentée sur la scène internationale comme un acteur mouvant, piège et une force innovatrice. Et notamment, elle a proposé cette cour multilatérale, mais elle s'est ancrée sur un système bilatéral et elle n'a pas essayé de se proposer comme facteur de multilatéralisme en ce qui concerne les obligations substantielles de traitement des investisseurs, mais aussi la participation subjective aux accords internationaux qui pose ce genre d'obligations. Est-ce que l'Union européenne a élaboré cette différence de positionnement? Est-ce qu'elle a réfléchi, elle a exposé pourquoi elle prenait cette voie? Merci. Thank you. The question for Maria. Again, in 2021, with the space regulation that you mentioned, the Union established also the EU Agency for the Space Program. Do you think there might be some competition between this agency and ESA as a both multilateral for space governance at European level? Alors, avant de vous rendre le micro, j'ai juste peut-être plus un commentaire ou une interrogation. Ça m'intéresse d'avoir le sentiment de Paul Granga sur la question de. En fait, je me fais deux réflexions en vous écoutant. Parce que les réticences des États, en tout cas la Belgique, mais d'autres aussi, j'ai l'impression que c'est plus une réticence de principe à l'idée même d'un règlement investisseur-État, ce qui d'ailleurs est assez paradoxal, enfin une réticence de principe en tout cas d'affichage,
qui est paradoxal parce qu'ils ont par ailleurs, eux, plein d'accords bilatéraux d'investissement, je pense aussi avec le système de sont actifs, classique. Et deuxième chose, finalement, plus générale sur l'Union essaye de multilatéraliser cette question. Et en fait, je me demande si vraiment la question d'investissement n'est pas une question qui résiste. Le droit international d'investissement n'est pas lui-même un peu une forme de, enfin, il n'y a pas une forme de résistance à la multilatéralisation des discussions sur le sujet. Alors, on a quand même des cadres multilatéraux, mais je veux dire, on a vu l'échec de l'accord multilatéral sur les investissements à une certaine époque. Et finalement, l'Union essaie peut-être de multilatéraliser cette question du règlement différent, alors que, voilà, il n'y a peut-être pas de consensus sur l'idée même. Est-ce que c'est vraiment une thématique ou on va dire un enjeu mondial qui, autant, voilà, ça paraît assez naturel sur l'IA, ça paraît naturel sur la fiscalité internationale. Je me demande si, en fait, on n'est pas là aussi face à une matière qui est peut-être un peu plus rétive par nature, peut-être. Ça m'intéresse d'avoir aussi vos remarques sur ce sujet-là. Merci déjà beaucoup d'avoir toutes et tous écouté, d'avoir porté une oreille attentive. Et je remercie également les questions qui m'ont été posées, toutes très intéressantes. Alors, la première question, je n'ai pas de réponse, je dirais, oui, c'est un sujet qui est traité en ce moment même au niveau de la CNULCI, savoir comment en fait les États, comme les PME, peuvent accéder à la justice arbitrale et dans une plus large mesure au règlement des différents investisseurs États, parce qu'on sait que ça a un coût qui est quand même assez exceptionnel et c'est assez peu de PME quand même qui ont recours à ce type de recours juridictionnel. Donc oui, c'est une question qui est traitée en ce moment même. Alors, est-ce que ça portera ses fruits sur quelque chose, sur un mécanisme ou pas? Je n'ai pas la réponse. Si je me souviens bien, au niveau du CETA, récemment a été adoptée peut-être une interprétation conjointe, je ne sais plus exactement, il faudrait que je vérifie, c'est ce que j'essaie de vérifier, mais je n'ai pas trouvé, sur justement l'accès des PME au tribunal, au système juridictionnel des investissements. Alors, je ne m'y suis pas intéressé, j'ai juste vu ça passer, donc je ne pourrais pas vous répondre en précision, mais c'est quelque chose en tout cas qui est pris au sérieux par l'Union européenne, et vous l'avez dit, en fait, dans l'avis 1.17, il y a des conditionnalités. C'est pour ça que j'ai parlé du fait que ça avait été réglé en partie la question d'une compatibilité d'un mécanisme multilatéral, parce qu'en fait, on parle en fait de la Cour multilatérale et on dit, il faut, la Cour dit, si la Cour remplit telle ou telle condition, elle sera potentiellement compatible. Elle fait un petit point là-dessus, si je me souviens bien. Donc voilà. Mais je pourrais pas vous donner plus d'éléments de réponse par rapport à ça. Mais c'est quand même une question qui porte l'attention des États membres et de l'Union européenne. Concernant la deuxième question, j'aurais peut-être plus d'éléments de réponse. Alors, si je me souviens bien, c'était par rapport à l'accord substantiel, savoir pourquoi l'Union européenne ne se place pas au niveau multilatéral comme la promotrice de nouveaux standards, une nouvelle convention multilatérale sur la substance, c'est bien ça? Si elle s'est penchée sur la question. Si elle s'est penchée sur la question, mais en fait, très rapidement, l'Union européenne s'est rendue compte que c'était la question des standards de protection d'investissement. C'était une question qui était beaucoup plus compliquée à négocier avec les autres États au niveau multilatéral que le règlement des différents investisseurs États. Alors, est-ce que c'est pas tout aussi compliqué ou plus compliqué? Je ne sais pas. Je pense que les deux sont très compliqués. Et je pense qu'elle avait en tête aussi tous les échecs précédents, comme l'accord multilatéral sur les investissements en 99 et les échecs tout au long de la seconde moitié du XXe siècle sur justement la mise en place d'un accord multilatéral des investissements. Et en plus de ça, pourquoi elle n'a pas décidé de mettre en place cette question? Je pense que c'est aussi peut-être parce que sa cour multilatérale répondait directement en fait aux critiques faites à l'arbitrage, puisqu'on fait des critiques en fait au droit international des investissements de manière générale, mais c'est quand même l'arbitrage qui cristallise en fait toutes les critiques. Et après la consultation publique, je crois de 2014 ou de 2015, il y a eu beaucoup d'opposition de principe justement à l'égard de l'arbitrage.
et à l'égard des standards de protection, mais surtout de l'arbitrage. Et donc est né de cette volonté de réformer le droit des investissements, en fait, la volonté d'exporter au multilatéral une cour qui réglerait tous les problèmes même substantiels, pourquoi pas, du droit des investissements. Donc je pense qu'en fait, c'est parce que l'arbitrage cristallise plus les critiques, mais l'arbitrage ne va pas sans les règles substantielles, effectivement. Donc voilà, pour faire simple, je pense que déjà que c'est compliqué de vouloir promouvoir un statut, la conclusion d'un statut d'une cour multilatérale ou d'un tribunal multilatéral, alors promouvoir la conclusion d'un accord substantiel multilatéral, c'est peut-être encore plus compliqué. Je vais vous demander d'accélérer, je suis désolé. Je fais vite, et pour répondre à votre question. D'autres ont besoin de répondre aussi, et leur vous me répondrez en off, c'est pas très grave. Excusez-moi, Non, mais ça accompagnera le plat tout à l'heure. Alors, je remercie M. Chamon pour vos questions. Alors, je réponds plutôt rapidement. En ce qui concerne la question de la commission qui propose sa vision sur les compétences partagées, la répartition des compétences, et les conseils qui pas forcément suit la vision de la commission, je pense que ça ne crée pas trop de problèmes directement au niveau de disposition interne. Il faut toujours se rappeler que l'organe central à ces propos est le conseil, c'est une décision politique. S'il en son sein la majorité nécessaire pour décider que la compétence partagée peut être exercée directement au niveau de l'Union européenne, et on exerce la préemption directement au niveau international. Il n'y a aucun problème au niveau juridique, ça a été établi par Cotif 1, et donc de ces côtés-là, c'est vraiment de la pure politique, en fait. Donc, c'est clair que la Commission cherche à stimuler la mixité facultative. Et donc, elle cherche de s'occuper de plus en plus de matières au niveau international. Elle le fait déjà au niveau de la COTIF. Mais si le Conseil établit que la compétence sera exercée quand même de manière mixte, on peut rien faire à ces propos. Et ça m'étonnerait de voir comme j'ai téléchargé le document que vous avez montré hier, avec les schémas où la Commission disait qu'elle avait une compétence exclusive et le Conseil qui avait décidé que les États membres devaient intervenir aussi. Ça m'étonnerait en fait qu'il y a une divergence si évidente, surtout s'il y a une compétence exclusive selon la Commission. Et je ne sais pas si ça créera d'autres affaires devant la Cour de justice, donc affaire Cotif 3, Cotif 4, je ne sais pas, mais je me renseignerai à ce propos parce que je le trouve très intéressant. Et en ce qui concerne l'adhésion de la Chine, elle a déjà adhéré très récemment, en mai 2024, mais en tant que membre associé. Donc, elle n'a pas les droits de vote. Peut-être que c'est une stratégie pour commencer à s'approcher à l'OTIF de manière mitigée, donc voir un petit peu l'atmosphère et après décider s'y passer au niveau d'un membre à part entière. Mais de toute façon, au niveau de l'Union européenne, c'est une stratégie. Elle pourra décider de se retirer, peut-être. Elle restera à l'intérieur de l'OTIF pour le temps où elle en tire un avantage de toute façon. Et en tout cas, il faut savoir que même si elle perd la majorité à l'OTIF, elle a un droit d'objection presque insurmontable en fait, parce que si elle objecte à une règle internationale, elle bloque l'entrée en vigueur, parce qu'elle vaut 25 lois, et pour bloquer, il faut 4 lois. Donc c'est impossible qu'une norme que l'Union européenne n'apprécie pas entre en vigueur. Donc, de toute façon, la question, ça reste comme ça. Pour l'instant, c'est un travail en suspens, mais il faudra voir pour l'avenir. Merci. Merci. Donc, brièvement, d'abord le code. Effectivement, le Conseil avait publié en 2008 un code de conduite pour les opérations spatiales. Et pour situer très brièvement, c'est un code que le Conseil avait élaboré après que la Chine ait procédé à un tir de destruction d'un satellite météo qu'elle n'utilisait plus. L'intérêt de le détruire, c'était de montrer qu'elle pouvait le faire. Et après que la Chine, enfin avant que la Chine l'ait fait, les États-Unis, l'URSS l'avaient déjà fait. Et donc avec ce code, l'objectif des Européens, c'était de dire qu'il fallait un petit peu se calmer et qu'il fallait faire attention.
Ce code, en 2008, 2 ans après, il va être repris pour effectivement pouvoir être proposé à l'ensemble de la communauté internationale. Je crois que c'était en 2010. Et puis, après réflexion, finalement, les États-Unis, je crois que c'était en 2012, vont décider de le soutenir. Et à partir de ce moment-là, je crois qu'il y a eu une décision PESC qui a été adoptée pour confier aux représentants la responsabilité de négocier et de vanter en fait le mérite de ce code dans une approche bilatérale avec les États participants ou ne participant pas encore aux activités spatiales. Donc le représentant et puis ses équipes vont commencer à négocier avec et puis cette négociation ne va pas prendre. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'en 2015, on va laisser tomber parce que ça n'avance pas, la négociation n'avance pas. Je pense que ce qu'il y a de différent entre ce projet de code et ce que l'on tente maintenant, c'est qu'à cette époque-là, l'Union, elle ne parle pas au Comité des Nations Unies, donc elle est dans une approche bilatérale et peut-être que c'est pour ça que ça n'a pas pris. Ceci étant, on fait souvent valoir du côté européen que la substance du code, c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans les 21 lignes directrices qui ont été adoptées par le COPUOS en 2019, qui s'inspirent d'assez près, en fait, des propositions qu'il y avait dans ce code. Donc là, on s'y prend un petit peu différemment, je crois, maintenant, puisque l'Union, effectivement, est observateur permanent au COPUOS. Elle a également commencé un dialogue bilatéral, ça je ne l'ai pas dit, mais elle a commencé un dialogue bilatéral avec les grandes puissances spatiales. Elle a même commencé un dialogue à l'automne dernier avec l'Union africaine. Et forte de ces contacts bilatéraux, elle devrait pouvoir arriver au COPUOS dans d'autres conditions pour défendre sa vision. Concernant la compétition, la compétition entre une French peace. Yes. Bon, on va essayer. La compétition. ESA. Yes, I understand. Je crois que, quoi qu'en dise l'Union européenne, la compétition, la concurrence, elle est là. Elle a toujours été, depuis l'affirmation de la politique spatiale. Et comme preuve que cette concurrence est là, nous avons cet accord de coopération qui est signé en 2003, qui entre en vigueur en 2004 pour dire il n'y a pas de concurrence, il n'y a que de la coopération. On va créer un conseil espace qui se réunit régulièrement et on va organiser une répartition des tâches. La répartition, c'est globalement la recherche, la technologie pour l'ESA, la direction pour l'Union européenne. Alors, moi, je vais essayer de ne divulguer aucun secret, mais j'ai eu l'occasion d'avoir une discussion tout à fait informelle avec quelqu'un à l'ESA, un juriste resté à l'ESA, qui m'a dit, mais au bout du compte, on va finir par devenir une agence de l'Union européenne sur le long terme. Comment on peut imaginer que deux organisations dont la composition est quasiment à peu de choses près identiques, puisque les trois autres, je vous les ai cités, on a des liens suffisamment avec eux pour organiser une coopération. Comment on peut imaginer deux missions quasiment identiques avec les mêmes partenaires? Merci. Je crois. Parce qu'il y a cours juste après, donc on va arriver à la salle. En tout cas, je vais remercier vraiment les membres du panel pour ces belles interventions dans un timing un peu contraint.